Loi 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Principe. Il y a des gens bien différents de par le monde. Tous ne réagissent pas de la même manière. Certains, lorsqu'ils sont trompés ou manipulés, passent le reste de leur vie à chercher une occasion de vengeance. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisissez soigneusement vos victimes et vos adversaires. Ne malmenez pas n'importe qui. Adversaires, pigeons et victimes, typologie préliminaire. Dans votre ascension vers le pouvoir, vous allez rencontrer différents types d'adversaires, de naïfs et de victimes. L'art le plus consommé consiste à savoir distinguer les loups des agneaux, les renards des lièvres, les faucons des vautours. Si vous faites bien cette distinction, vous réussirez sans avoir besoin de corrompre quiconque. En revanche, si vous traitez indifféremment tous ceux qui croisent votre chemin, vous vous créerez une vie de misère, si tant est que vous viviez longtemps. Il est crucial d'être capable de reconnaître le type de personne à qui vous avez affaire. Voici 5 profils, parmi les plus dangereux et les plus difficiles, tels que les ont identifiés les escrocs en tout genre du passé. L'arrogant. Bien qu'il s'en cache parfois au début, l'orgueil pointilleux de cet homme le rend très dangereux. S'il perçoit le moindre affront, il se vengera avec une violence disproportionnée. Vous vous étonnerez sans doute. Mais j'ai seulement dit ça à une soirée, quand tout le monde avait bien bu. Peu importe. Ne cherchez aucune justification rationnelle à sa réaction exagérée. Si jamais vous percevez chez votre interlocuteur un orgueil démesuré, fuyez. Quoi que vous en attendiez, le jeu n'en vaut pas la chandelle. L'hésitant chronique. Ce profil se rapproche de celui de l'arrogant, mais il est moins violent et plus difficile à démasquer. Sa vanité est sourcilleuse, il n'a aucune confiance en lui, et s'il se sent trompé ou critiqué, il ruminera longuement sa rancœur avant de passer à l'attaque à coups de piqûre d'épingle. Si vous vous rendez compte que vous avez trompé ou blessé une personne de ce type, disparaissez longtemps. Ne restez pas à proximité. Il vous rongerait à mort. Le soupçonneux. Voici une variante des types cités ci-dessus. Joseph Staline. Il voit chez les autres ce qu'il veut voir, habituellement le pire, et imagine que tout le monde lui en veut. Le soupçonneux est toutefois le moins dangereux des trois. Profondément déstabilisé, il est facile à tromper, comme l'était constamment Staline. Jouez de sa suspicion et retournez-la contre les autres. Mais si vous devenez la cible de ses soupçons, prenez garde. Le serpent à mémoire d'éléphant. Lorsqu'il est blessé ou berné, cet homme ne manifeste pas sa colère. Il calcule et attend. Puis, à la première occasion, il prendra sa revanche avec un remarquable sang-froid. Ce profil se reconnaît à son attitude calculatrice et perspicace dans les différentes circonstances de la vie. Il est habituellement froid et impénétrable. Redoublez d'attention vis-à-vis de ce serpent. Si vous le blessez d'une façon ou d'une autre, écrasez-le complètement ou gardez vos distances. La brute, candide et bête. Quand on a la chance de tomber sur une victime aussi tentante, cela met l'eau à la bouche. Mais ce personnage est beaucoup plus difficile à tromper qu'on ne l'imagine. Pour tomber dans un piège, il faut un minimum d'intelligence, l'imagination de concevoir l'éventualité d'une récompense. La brute ne mord pas à l'hameçon parce qu'elle ne l'identifie pas. C'est une question de QI. Avec ce genre de personne, vous ne courez pas le risque de subir sa vengeance, mais simplement de perdre votre temps, votre énergie, vos ressources et peut-être votre santé mentale. Tâtez le terrain, lancez une plaisanterie, une histoire. Si l'autre réagit au premier degré, vous êtes fixé. Si vous décidez de poursuivre, c'est à vos risques et périls. Violation de la loi. Violation 1. Au début du XIIIe siècle, le Shah du Khwarezm, Alaa ad-Din Muhammad, avait réussi, après de nombreuses campagnes,
à fonder un empire qui s'étendait de l'ouest de la Turquie au sud de l'Afghanistan. La capitale en était Samarcande. Il avait une armée puissante et bien entraînée et pouvait mobiliser 200 000 guerriers en quelques jours. En 1218, Muhammad reçut une ambassade envoyée par un nouveau chef tribal de l'Est, Gengis Khan. Elle apportait toutes sortes de cadeaux pour le grand Muhammad. Des objets précieux, ce qui se faisait de mieux dans l'Empire mongol, encore modeste mais en expansion. Gengis Khan voulait rouvrir la route de la soie vers l'Europe et offrait de la partager avec Muhammad en échange de la paix entre les deux empires. Le Shah ne connaissait pas cet arriviste venu de l'Est, arrogant au point de parler d'égal à égal à quelqu'un d'aussi important que lui. Il ignora l'offre de Gengis Khan. Ce dernier fit une deuxième tentative. Cette fois, il envoya une caravane de 100 chameaux chargés d'articles de grand prix pillés en Chine. Avant que la caravane n'arrive jusqu'au Shah, Inalchik, gouverneur de la région aux frontières de Samarcande, s'en empara et fit exécuter ceux qui la menaient. Gengis Khan comprit qu'Inalchik avait agi de son propre chef, sans l'accord de Muhammad. Il lui adressa une délégation, réitéra son offre et demanda à ce que le gouverneur soit puni. Cette fois, Muhammad fit décapiter l'un des ambassadeurs et renvoya les deux autres la tête rasée. Une terrible insulte selon le code de l'honneur des Mongols. Gengis Khan fit alors parvenir un message au Shah. « Vous avez choisi la guerre. Advienne que pourra. Nous ne pouvons le prédire. Dieu seul sait. » Mobilisant ses forces, il attaqua la province de Nalchik en 1220, prit sa capitale, captura le gouverneur et le fit exécuter en lui versant de l'argent fondu dans les yeux et les oreilles. L'année suivante, Gengis Khan harcela l'armée du Shah, pourtant bien plus importante que la sienne. Sa technique était nouvelle pour l'époque. Ses soldats, très rapides, savaient tirer des flèches en plein galop. La rapidité et la maniabilité de ses forces lui permirent de cacher à Muhammad ses intentions et ses mouvements. Finalement, il assiégea Samarcande et la prit. Muhammad s'enfuit et mourut l'année suivante. Son vaste empire s'effondra. Gengis Khan resta seul maître de Samarcande, de la route de la soie et de la plus grande partie du nord de l'Asie. Interprétation. Il ne faut jamais partir du principe que celui avec lequel on traite est plus faible et moins important que soi. Certains hommes sont lents à se vexer. On peut se méprendre sur l'épaisseur de leur cuir, et on les malmène sans prendre de gants. Mais si l'on porte atteinte à leur honneur, ils se dressent avec une violence soudaine qui paraît hors de proportion avec leur patience initiale. Mieux vaut repousser quelqu'un avec courtoisie et respect, même si sa requête paraît arrogante et son offre ridicule. Ne soyez pas blessant si vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire. Ce pourrait être Gengis Khan. Violation 2. À la fin des années 1910, plusieurs malfaiteurs de haut vol s'associèrent pour former un gang à Denver, dans le Colorado. Pendant les mois d'hiver, ils se dispersaient dans les États du sud des États-Unis pour mener leurs affaires. En 1920, Joe Furey, un des chefs du gang, s'attaqua au Texas et y récolta des centaines de milliers de dollars avec ses escroqueries habituelles. Ainsi, à Fort Worth, il rencontra un pigeon du nom de J. Frank Norfleet, qui possédait un immense ranch. Norfleet se laissa prendre à son boniment. Convaincu qu'il allait gagner beaucoup d'argent, il vida son compte en banque et remit 45 000 $ à Furey et à ses associés, qui, en fait de millions, lui rendirent peu après un paquet de coupures de journaux dissimulées sous quelques vrais dollars. Furey et ses hommes avaient réussi cette escroquerie des centaines de fois. En général, la victime avait honte de sa crédulité et se contentait de se mordre les doigts. Mais Norfleet n'était pas de ce tonneau-là. Il porta plainte. La police lui répondit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. « Eh bien, répliqua Norfleet, je me ferai justice moi-même. »
J'y passerai le restant de mes jours, mais je les aurai. » Sa femme prit le relais au ranch, et Norfleet se mit à la recherche des autres victimes. L'une d'elles se fit connaître. Ensemble, les deux hommes identifièrent un des escrocs à San Francisco et réussirent à le faire mettre en prison. L'homme préféra se suicider plutôt que de finir sa vie à l'ombre. Norfleet continua. Il rattrapa un autre escroc dans le Montana, lui passa un licol comme à un veau et le traîna à travers la boue des rues jusqu'à la prison de la ville. Il ratissa ensuite les États-Unis entiers, mais aussi l'Angleterre, le Canada et le Mexique sur les traces de Joe Furey et de son acolyte, W.B. Spencer. À Montréal, Spencer échappa de justesse à Norfleet après une course-poursuite dans les rues de la ville. La traque continua jusqu'à Salt Lake City. Là, préférant la clémence de la loi à la fureur de Norfleet, Spencer se rendit aux forces de l'ordre. Quant à Furey, Norfleet le captura à Jacksonville, en Floride, et le présenta personnellement à la justice du Texas. Il ne s'en tint pas là. Il poursuivit jusqu'à Denver, bien décidé à anéantir le gang tout entier. Il y dépensa beaucoup d'argent, mais au bout d'une année de plus, tous les chefs du gang étaient derrière les barreaux. Les rares qu'il n'avait pas attrapés avaient si peur qu'ils se rendirent aussi. En 5 ans de chasse, Norfleet avait anéanti à lui tout seul la plus grande association de malfaiteurs du pays. Il avait fait faillite, sa femme l'avait quitté, mais il mourut le cœur content. Interprétation. La plupart acceptent l'humiliation d'une escroquerie avec résignation. Ils en tirent la leçon, reconnaissant que rien n'est plus alléchant que l'argent facile et qu'ils ont été victimes de leur propre cupidité. Mais certains refusent d'avaler la pilule. Au lieu d'admettre leur crédulité et leur convoitise, ils se voient comme des victimes totalement innocentes. Ceux-là, en apparence assoiffés de justice et d'honnêteté, souffrent en réalité d'un manque de sûreté de soi maladive. Se retrouver trompés, escroqués, n'a fait qu'accentuer leur complexe, et ils cherchent désespérément à se refaire une image acceptable. Norfleet hypothéqua son ranch, son couple fit naufrage, et pendant des années il vécut à crédit dans des hôtels miteux, mais sa vengeance était à ce prix. Pour tous les Norfleet du monde, effacer la honte vaut tous les sacrifices. Nous doutons plus ou moins de nous-mêmes, et le meilleur moyen de duper quelqu'un est souvent de miser sur son manque de confiance. Mais dans le domaine du pouvoir, tout est question de degré, et un individu excessivement peu sûr de lui présente un réel danger. Prenez garde. Avant de gruger quelqu'un, étudiez votre cible. Certains sont tellement susceptibles qu'ils ne tolèrent pas la moindre offense. Pour jauger le degré de tolérance de votre éventuel pigeon, soumettez-le à un test. Par exemple, une innocente plaisanterie à ses dépens. S'il est sûr de soi, il en rira. Sinon, il bondira comme sous une insulte cinglante. Dans ce dernier cas, trouvez une autre victime. Violation 3. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Chang-He, prince de Tsin, une partie de la Chine actuelle, fut contraint à l'exil. Il dut vivre modestement, parfois pauvrement, en attendant le moment où il pourrait rentrer chez lui et reprendre une vie selon son rang. Il passa un jour par l'état de Zheng, dont le roi, ne sachant à qui il avait affaire, le traita grossièrement. Un ministre, Shu Jian, mit le monarque en garde. « Ce manant est un noble prince. Votre grandeur serait fort avisée de le traiter avec une grande courtoisie pour en faire son obligé. » Mais le souverain, ne voyant là qu'un pauvre hère, ignora le conseil et insulta de nouveau le prince. Shu Jian insista. « Si votre grandeur ne peut pas traiter Chang-He avec courtoisie, elle ferait mieux de le mettre à mort, pour éviter des calamités dans l'avenir. » Le roi se contenta d'en rire. Des années plus tard, le prince de Tsin retourna finalement chez lui, la situation ayant beaucoup changé. Il n'avait pas plus oublié ceux qui avaient été aimables avec lui pendant ses années d'exil,
que ceux qui s'étaient montrés insolents. Surtout, il n'avait pas oublié le roi de Zheng. À la première occasion, il rassembla une puissante armée et marcha sur Zheng, prit 8 villes, détruisit le royaume et envoya à son tour le monarque en exil. Interprétation. On n'est jamais sûr de bien connaître la personne avec laquelle on traite. Un homme sans importance, avec de petits moyens, peut devenir une personne de pouvoir. On oublie beaucoup de choses dans la vie, mais on oublie rarement une insulte. Comment le roi de Zheng pouvait-il savoir que le prince Chang'e était ambitieux, calculateur et malin, un serpent à mémoire d'éléphant? Il n'avait en réalité aucun moyen de le savoir. Mais dans ces conditions, il eût mieux valu ne pas tenter le sort en le provoquant. On n'a rien à gagner à insulter gratuitement. Résistez à la tentation d'offenser, même un faible. La satisfaction est maigre comparée au danger que vous courez s'il devient un jour puissant. Violation 4. 1920 fut une année noire pour les marchands d'art américains. Les gros acheteurs, les barons de la finance du siècle précédent, arrivaient à un âge où ils mouraient l'un après l'autre comme des mouches, et aucun nouveau riche n'avait encore pris leur place. Les affaires allaient si mal qu'un certain nombre d'importants galéristes décidèrent de mettre en commun leurs ressources, chose remarquable, car de notoriété publique ils se détestaient. Le marchand d'art Joseph Duveen, qui traitait avec les hommes d'affaires les plus importants du pays, souffrit plus que tout autre cette année-là. Il rejoignit donc l'association. Le groupe réunissait les 5 plus grands marchands d'art du pays. À la recherche d'un nouveau client, ils jetèrent leur dévolu sur Henry Ford, l'homme le plus riche d'Amérique à l'époque. Ford ne s'était pas encore risqué sur le marché de l'art et représentait une cible potentiellement si profitable que cela valait la peine de s'y mettre à plusieurs. Les marchands décidèrent de dresser une liste des 100 œuvres majeures du monde, toutes disponibles dans leur fonds, et de proposer le lot à Ford. En signant un seul chèque, il deviendrait le plus grand collectionneur de la planète. Le consortium travailla des semaines sur un magnifique catalogue en 3 volumes, contenant de splendides reproductions des œuvres en question, chacune accompagnée d'un texte fort érudit. Puis ils rendirent visite à Ford, chez lui à Dearborn, Michigan. La sobriété de sa maison les surprit. M. Ford était de toute évidence un homme d'une très grande simplicité. Ford les reçut dans son bureau. En feuilletant le livre, il fut émerveillé. Les marchands d'art, tout excités, voyaient déjà les millions de dollars s'entasser dans leurs coffres. Mais Ford, levant les yeux de sa lecture, leur dit « Messieurs, des livres magnifiques comme celui-ci, aussi richement illustrés, doivent coûter affreusement cher. »« Mais, Monsieur Ford, » s'exclama Duveen, « nous n'attendions pas de vous que vous achetiez ces livres. Nous les avons réalisés spécialement pour vous montrer les tableaux. Nous vous les offrons. » Cela laissa Ford perplexe. « Messieurs, reprit-il, c'est très gentil à vous, mais je ne vois pas comment je pourrais accepter un présent aussi beau et aussi coûteux de la part d'inconnus. » Duveen expliqua à Ford que les livres contenaient les reproductions de peintures qu'il souhaitait lui vendre. Ford finit par comprendre. « Mais, messieurs, s'exclama-t-il, pourquoi voudrais-je avoir les peintures originales alors que ces reproductions sont si belles ?» Interprétation. Joseph Duveen prenait toujours soin d'étudier ses victimes et ses clients à l'avance, perçant à jour leurs faiblesses et les particularités de leurs goûts avant même de les rencontrer. Le désespoir l'avait conduit à changer de tactique pour approcher Henry Ford. Il mit des mois à se remettre de cette erreur de jugement, à la fois psychologique et financière. Ford était le type même de l'homme modeste et sans malice qui ne vaut pas la peine qu'on s'en soucie. Un de ces gens simples qui n'ont pas assez d'imagination pour se faire berner. Par la suite, Duveen garda son énergie pour les Mellon et les Morgan,
de vrais requins assez malins pour être pris au piège. Les clés du pouvoir. La capacité de juger une personne, de savoir à qui l'on a affaire, est un talent indispensable à celui qui veut acquérir et conserver le pouvoir. Sans cela, il est aveugle. Non seulement il risque d'offenser son interlocuteur, qui pourrait alors se retourner contre lui, mais il choisit mal ses cibles. Il pense flatter alors qu'il insulte. Avant d'entreprendre une action, prenez la mesure de votre cible ou de votre adversaire potentiel, faute de quoi vous perdrez votre temps et commettrez des erreurs. Étudiez ses faiblesses, son talon d'Achille, ses susceptibilités. Apprenez à le connaître avant de décider de l'aborder. 2 conseils. D'abord, pour juger et mesurer votre adversaire, ne vous fiez jamais à votre instinct. Un indicateur aussi peu fiable ouvre la porte à toutes les catastrophes. Rien ne remplace les informations concrètes. Observez-le, espionnez-le aussi longtemps qu'il le faut, cela sera payant sur le long terme. Ensuite, ne vous fiez jamais aux apparences. Un homme au cœur de serpent peut se camoufler sous des dehors de gentillesse. Un bravache est souvent au fond un vrai lâche. Percez à jour apparence et contradiction. Ne faites jamais confiance à la version qu'une personne donne d'elle-même. Elle compte pour rien. Image. Le chasseur. Il n'utilise pas le même piège pour un loup et pour un renard. Il n'appâte pas sans but. Il connaît parfaitement sa proie, ses habitudes et ses tanières, et il chasse en conséquence. Autorité. Soyez persuadés qu'il n'y a point d'homme, quelles que soient leurs conditions et leurs mérites, qui ne puisse, en certains temps et en certaines choses, vous être de quelque utilité. Ce qui n'arrivera jamais si une fois vous les avez blessés. On oublie souvent les injures, mais le mépris ne se pardonne pas. Notre orgueil en conserve un souvenir ineffaçable. Lord Chesterfield, 1694-1773, lettre à son fils Philip Stanhope. A contrario, que pourrait-on obtenir de l'autre si on ne le connaît pas? Sachez reconnaître le loup déguisé en mouton ou assumez-en les conséquences. Respectez cette loi à la lettre. Inutile d'y chercher des exceptions. Elle n'en a pas.